Bonjour à tous. Je suis Frédéric Ranganayagui, le meilleur coach professionnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point d'actu et aussi pour vous partager quelques mots que j'ai rédigés en lien avec une thématique portant sur la joie. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Et je rappelle également que vous avez la possibilité de monter dans le live et de pouvoir interagir ensemble. Vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à partager sur ce qui est énoncé dans ce live, alors venez, je vous accueille avec grand plaisir. Comment faire? Tout simplement, tout d'abord, écrivez dans les commentaires que vous souhaitez monter. Je vous transmettrai un lien sur lequel vous aurez juste à cliquer, à entrer un mot de passe, entrer votre prénom et vous arriverez en live. Hem, Surtout, rappelez-vous, c'est un moment bric-à-brac d'idées, c'est un moment d'échange, de partage, de discussion libre et en aucun cas, heu, c'est de dire ou de faire des choses qui ne vont pas dans la réflexion, dans le débat. On n'est pas là pour imposer ses idées. Je ne suis pas là pour imposer mes idées, mais je suis là pour exposer mes idées, exposer les raisonnements de mes idées. Et réciproquement, vous aussi, je vous invite à faire de la même chose. Et chacun est libre par l'exposition des idées, des raisonnements, de lui-même voir ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Alors, hop. Avant de commencer, j'aimerais faire un point d'actualité sur le prochain épisode d'Au fil de l'idée, qui sera le 19 février à 15h15 avec Guillaume, sur une thématique qui se nomme Chers oubliés, remède à l'impuissance d'un homme face aux violences faites aux femmes et aux enfants. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de peut-être que vous avez envie de lui poser une question sur cette thématique. Vous avez encore la possibilité de le faire et sans plus tarder, je vais vous montrer, hem, le visuel que nous avons créé avec Mélanie pour vous inviter à poser une question. Alors n'hésitez pas, vous pouvez le faire en commentaire sur nos réseaux sociaux et vous avez jusqu'au 18 février. Une des questions, la meilleure question, la plus inspirante que, selon nous, sera choisie pour lui être transmis en live par moi-même, heu, avant la fin du direct. Alors si vous avez une question, peu importe la question, allez-y, parce que une question entraîne une autre. Peut-être que votre question de départ, en l'écrivant, va évoluer et va se mettre à prendre une envergure nouvelle et vous-même, vous aurez cette sensation de pouvoir faire évoluer votre question de départ. Commencez, astuce clé pour ceux qui m'écoutent, quand vous ne savez pas ou quand vous êtes bloqué, générez des questions aléatoires, même la plus petite question. Pourquoi? Parce que le but, c'est de se mettre en mouvement. Une fois que la machine est lancée, eh bien, tout est devant vous pour pour pouvoir enrichir, pour pouvoir améliorer. Partir de rien, c'est difficile. Or, partir d'un petit quelque chose, faire ce petit quelque chose, c'est beaucoup plus simple pour s'appuyer dessus et pouvoir avancer. Non seulement ça permet de décharger votre mémoire de travail. Votre mémoire de travail, rappelons-le, c'est ce que vous utilisez au quotidien pour quand vous réfléchissez, que vous gardez des objets à votre esprit, que vous les manipulez et je le dis bien, je le rappelle, elle est limitée, elle n'est pas infinie. Et vous avez votre mémoire à long terme qui est là où vous stockez des informations et que vous allez récupérer des souvenirs, des informations, des connaissances et que vous ramenez. Et imaginez,
que si votre mémoire de travail est saturée et en plus elle est limitée et que vous déchargez pas et que vous ne savez pas comment décharger votre mémoire de travail. Il existe plusieurs techniques, plusieurs stratégies. Eh bien, c'est intéressant, ben, d'utiliser celle-ci que je vous ai partagée. C'est quand vous êtes bloqué, générer une question aléatoire, peu importe, et vous continuez. Et petit à petit, vous allez voir que votre, votre capacité à réfléchir va s'accroître, votre capacité à être inspiré, à être créatif va s'augmenter et petit à petit, où vous vous sentiez bloqué, vous allez percevoir des axes de travail, des axes de recherche et là, vous avez tout gagné. Alors, heu aujourd'hui, c'est pas pour ce texte-là que j'ai déjà lu, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, dont j'ai partagé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre personne, qui sera alors, donnez-moi un instant le temps que je mets sa photo. Voilà, toc. Alors aujourd'hui, j'ouvre ce live, ce bric-à-brac d'idées pour vous parler, d'une thématique dont j'ai écrit quelques mots, qui se nomme «La joie comme acte de résistance». Ce sera le 26 février à 14 heures avec, Laetitia et si votre agenda le permet et que le sujet vous intéresse, alors nous vous donnons rendez-vous pour pouvoir découvrir ce que mon invité, notre invité chez Awesome Coach a à dire derrière ces mots. Et d'ailleurs, vous avez aussi cette possibilité. Vous pouvez également lui poser une question. Alors, tac. Avez-vous une question à Laetitia? Moi, à la lecture, à l'évocation de la thématique, je j aujourd'hui, on va dire que j'essaye de me mettre en situation d'écriture pour, par rapport au thème que les invités amènent. En fait, ça a plusieurs avantages. Bah, déjà de un, moi je suis quelqu'un d'illettré. C'est-à-dire, on veut redonner la définition, l'illettrisme, c'est quand vous ne savez pas utiliser la lecture, l'écriture, le calcul pour être autonome ou même aller plus loin, comme le dit Alain Bentolila, avoir une vie épanouissante, une vie épanouie, une vie heureuse. Et moi, c'était mon cas il y a beaucoup, beaucoup d'années. Ça s'explique, il y a plusieurs facteurs. Et on ne pourra en reparler, notamment là je fais un lien avec C.H. Boimard, ses travaux, ça explique pas mal de choses. C'est une façon de voir les choses, d'avoir une clé de lecture et c'est intéressant de partager ses idées parce qu'elle pu enfin comment dire? Parce qu'elle peut permettre à d'autres d'entendre ses idées et de pouvoir non pas supprimer leur passé, non pas renier leur passé, mais la reformuler. Et reformuler, ce n'est pas nier son passé, c'est de choisir un sens pour se reconstruire ou même pour se construire. Et ça, c'est important en tant que coach professionnel d'offrir des visions, de partager des idées. La question n'est pas si ce que je dis est vrai, c'est pas très important. La question est dans ce que je dis. Comment vous allez vous comment vous réagissez à ce que je dis et quelle est votre méthodologie à vous pour distinguer ce qui est vrai et faux? Ce qui est valide, ce qui n'est pas valide, ce qui relève d'une croyance, ce qui relève d'une connaissance. Et appliquez cela à tous, à tout le monde, et vous verrez que votre esprit critique, votre pensée critique se portera mieux, évoluera. Et à ces mots, j'aimerais rappeler également que la pensée critique ou l'esprit critique, c'est un apprentissage. Si on parle d'apprentissage, ça veut dire que forcément, vous ne savez pas le faire tout de suite et que ça se fera dans le temps, dans un processus et dans ce processus, il y a des piliers à connaître
Il y a des idées sur lesquelles se reposer pour pouvoir accepter, pour pouvoir faciliter ce processus d'acceptation, que ce soit face à l'incertitude, face à des situations de tension, face à à ces moments où on fait des erreurs et qu'on se juge, qu'on regarde, on apporte un regard critique exigeant, avec beaucoup d'exigences et qui peut amener de la pression, de la tension et à cela, comment gérer cette tension? Comment gérer et accompagner pour que ce regard critique soit présent, soit toujours là, mais également qui nous empêche pas de toujours être en mouvement, de toujours avancer, vers les choses. Alors revenons. C'était quelques mots qui étaient très importants et d'ailleurs si cela vous parle ou si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Hem, Maintenant passons à la lecture. Je vais reprendre le texte et ensuite on à la suite de la lecture, je prendrai, 2 minutes pour voir si vous êtes là, si vous avez quelque chose à dire et si vous êtes disponible, je vous ferai monter en live. Si vous êtes d'accord. Alors c'est parti. Êtes-vous prêts? Je vais rebasculer, hop, en plein écran et c'est parti. À l'évocation de cette thématique, voici quelques pistes de réflexion. Tout d'abord, je perçois la joie comme une émotion épistémique, c'est-à-dire liée au processus de connaissance. C'est ce sentiment gratifiant qui surgit après un eureka ou une prise de conscience. Lorsque, face à une problématique qui nous résistait, nous parvenons enfin à en percer les mystères. Cependant, restons vigilants dans notre construction de sens. Une question s'impose. Quelle est notre méthodologie pour valider notre compréhension? Car la joie d'avoir compris ne garantit pas que notre analyse soit juste. Elle ne peut être qu'une construction mentale destinée à nous libérer l'esprit pour passer à autre chose, voire à nous remettre simplement en mouvement. La joie n'est pas un bouton sur lequel on appuie, elle nécessite des efforts et parfois cela ne suffit pas. Je pense notamment aux personnes en épuisement professionnel, en deuil ou victimes de violences. C'est un parcours pour eux difficile, complexe et intime, où chacun se construit à son rythme. S'il existe des solutions, outils, méthodes, approches, elles ne garantissent pas la réussite de la prise en charge. De plus, la durée du processus reste incertaine, car car elle dépend de variables propres à chaque individu et de sa singularité. Je rappelle que la richesse de l'esprit humain en fait un terrain d'étude vaste et mouvant. La production de savoir ne cesse de s'accroître au fil du temps, que ce soit par exemple grâce aux avancées technologiques ou même à la chance. En coaching, nous pouvons voir la joie comme une boussole pour nos clients. Mais la boussole ne fait pas tout. Elle donne une information. Mais comme je l'évoquais plus haut, cette information est-elle toujours fiable? De plus, avec une boussole seule, on ne va pas bien loin. Au mieux, on obtient une direction. La joie est aussi mouvante que le vent. Cette émotion est directement liée à qui nous sommes, à nos ambitions, à nos contraintes et à une multitude de paramètres interdépendants. Tout cela nous rappelle son caractère éphémère. Face à cette impermanence, se questionner sans cesse est une façon d'avancer et d'ajuster sa trajectoire selon que nous voulons, selon ce que nous voulons au moment où nous le faisons. Et vous, qu'en pensez-vous? Il y aurait encore tant à dire et je ne pourrais épuiser ce sujet. Qu'est-ce que cette réflexion évoque chez vous?
Vos partages sont précieux. C'est ensemble que nous pouvons faire émerger de nouvelles idées. Alors, si vous en avez, prenez votre plume et laissez un commentaire. Même un mot peut faire la différence, car comme pour l'art, la beauté est subjective. Ce qui compte, c'est ce que l'œuvre provoque chez celui qui la contemple. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et maintenant que ce texte est lu, je vais prendre un moment pour voir si vous êtes là, si vous avez des choses à dire et ensuite je rajouterai quelques commentaires par-dessus et vous exposerai à l'issue de ces premiers mots, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort et qu'est-ce que j'ai voulu faire passer comme message. Alors, tac. Alors, pas de réaction pour le moment. Un jour, ça viendra. Alors maintenant, commençons. Au travers de ce texte, ces quelques mots, finalement, en y réfléchissant, après un peu de recul, et c'est ça l'écrit, c'est de sur soi, sa pulsion, c'est accepter de pas tout savoir, de pas tout connaître, c'est faire des choix difficiles entre tel mot ou tel mot, telle façon de formuler, tel rythme. C'est vraiment un exercice extrêmement difficile et un écrit, ça bouge, c'est un cycle de vie, ça 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 peut évoluer, ça peut s'enrichir au fil de ses découvertes, de ses lectures, de ses rencontres et c'est magnifique la lecture et l'écriture et bien sûr, il faut bien entendu, il faut être initié, mais pas initié n'importe comment. Initié avec bonheur, initié avec plaisir, initié avec quelqu'un qui a cette passion et qui la transmet, qui nous donne un avant-goût de cela. Et ici, le rôle de ces lecteurs passionnés, de ces écrivains passionnés est important et vraiment à la base de l'inspiration, à la base de l'influence. C'est eux qui nous permettent hem et c'est eux aussi, c'est une forme de responsabilité qu'ils ont, que ce soit moi-même ou bien les autres adultes, à transmettre cette passion aux autres qui nous entourent, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, hem on n'a pas d'âge pour lire et écrire et malgré si nous avons des complications de santé, que ce soit visuel, auditif, il existe une multitude de stratégies pour combler ces ces difficultés que nous pouvons avoir. Par exemple, si nous sommes, malvoyants, il y a des sites qui sont exprès fait pour faciliter l'accessibilité, des personnes qui ont des problèmes de vue. Heu, si vous avez des problèmes auditifs, il y a des appareils. Si jamais vous avez vraiment perdu la vision, vous avez le braille, c'est et vous avez d'autres solutions qui sont en train peut-être d'être inventées, qui n'existent pas encore. Mais peu importe où vous êtes, gardez cet espoir, gardez cette envie de côtoyer des génies par l'écrit, par la lecture et c'est comme ça qu'on peut se découvrir ce qu'on aime, affiner ses goûts par exemple ou même, heu trouver des réponses et mettre des trouver des surtout quand je dis trouver des réponses, c'est-à-dire trouver des mots qui expriment ce que nous pensons, ce que nous ressentons à un moment donné. Et on sait à quel point, enfin en tout cas moi je considère que c'est salvateur de pouvoir mettre des mots, de pouvoir nommer des choses. Et certains le disent déjà, que finalement commencer à nommer ses émotions, c'est déjà commencer à les apprivoiser, à les maîtriser. Et je suis plutôt d'accord avec ça et on le voit d'ailleurs avec une approche qui offre du vocabulaire sur les émotions, et qui permettent finalement à des personnes, heu
elles auraient pu utiliser le dictionnaire et trouver du mot en fonction. Mais là, c'est une façon dont l'objet est présenté qui change du dictionnaire et qui permet d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire les émotions. Une palette d'émotions avec des mots et chaque mot a une signification et à la lecture et l'évocation du mot, vous décidez, vous en conscience, bah, que ça reflète ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ça non, et vous pouvez faire votre choix. Et c'est dans ce sens où il y a des idées, il y a des méthodes qui apportent du savoir, d'une autre manière, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle approche. Mais finalement, si vous regardez, c'est pas la méthode qui est forte, la méthode s'appuie sur des mots, du vocabulaire. Et où trouve-t-on plus de vocabulaire, plus de mots? C'est dans les écrits et l'important de choisir qui on lit. Et qu'est-ce qu'on lit? La diversité de ce qu'on lit. Tout ça, c'est des paramètres, c'est des critères extrêmement importants pour se construire, pour se dépasser, pour aller au-delà de qui on est. C'est des idées fortes. Je dis tout cela parce que ça m'a fait penser à ça et comme je l'ai dit ici, le bric-à-brac d'idées, comme vous le voyez ici, est vraiment là pour parler sans réflexion, sans vraiment apporter une certaine dimension de calcul, vraiment dans le côté spontané, le côté échangé, heu, transparent, honnêteté et sincère et c'est comme ça que moi je peux grandir parce que je en exprimant ma pensée, en exprimant mes raisonnements, de manière spontanée sans réfléchir forcément et bien cela rend explicite mon raisonnement et surtout cela rend explicite les erreurs de mon raisonnement. Alors quand je dis ça, c'est important de comprendre que je considère que je ne sais pas tout, que j'ai des limites, que j'ai de l'ignorance sur plusieurs sujets, plusieurs domaines. En revanche, j'accepte également que finalement c'est en faisant des erreurs que je vais apprendre. C'est en faisant des premiers pas, faisant des premières actions que je vais m'améliorer, que je vais petit à petit affiner ma connaissance et pouvoir grandir. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je veux transmettre. Je veux inspirer les autres et je veux partager ces principes que j'ai découverts, qui pour moi me semblent intéressants, me semblent pertinents, mais que pour d'autres peut-être ce n'est pas le cas et peut-être, ce que je dis ne les intéresse pas. Eh bien ceux-là ne sont pas mes clients et ne sont pas ceux qui m'écoutent et cela, c'est pas grave, c'est pour cette raison que j'arrive à et j'aboutis à cette conclusion sur ça, c'est il y a la place pour tous les coachs. Il y a la place pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais par contre, tout le monde a besoin de l'autre. Tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde a besoin du regard, de la critique, de l'échange avec l'autre pour se construire. Et là-dessus, heu, étant donné que je ne peux pas me faire entendre auprès de tous, je compte sur mes confrères et mes consoeurs, heu et les autres spécialistes de d'autres de la santé mentale, de la pédagogie, de des professeurs, des et pour bah, du gouvernement, de tous pour aider au maximum de donner des idées qui permettent aux gens de s'émanciper et de coopérer ensemble. Et une chose importante que je me perçois en disant cela, c'est que derrière les mots, il peut y avoir plusieurs sens. Bien sûr, on s'est mis d'accord, il y a le dictionnaire qui définit certains termes et qui donne une interprétation, plus ou moins acceptée de tous. Néanmoins, il arrive parfois que, comme la pensée est complexe et que chacun est à son niveau, il fait avec ce qu'il a, ce qu'il possède, pour essayer de s'exprimer, de communiquer et la communication n'est jamais parfaite. Heu elle est ce qu'elle est, au moment où elle est, parce que les personnes n'ont peut-être pas le vocabulaire approprié, n'ont peut-être pas eu la chance de connaître des gens qui ont employé des termes différents. Ils ont côtoyé, certains milieux d'où le vocabulaire était restreint.
d'où, l'utilisation de raisonnements, d'idées nouvelles n'était pas facilitée parce qu'il y avait d'autres problématiques multifactorielles. Heu, on en parlait justement avec dans un des podcasts au fil de l'idée, quelqu'un on n'est pas tous on est égaux sur le papier, dans les droits de l'homme, dans les lois, mais dans l'exécution, c'est à questionner. Heu, dans la réalité, c'est à questionner. Finalement, sommes-nous vraiment égaux? C'est une question qui mérite d'être posée, non pas d'un point de vue juridique, en termes de droit, de liberté, mais c'est des questions qui méritent d'être questionnées, re-questionnées sans cesse à chaque génération. Pourquoi? Parce que sinon, ça me fait penser à cet ouvrage hem, donnez-moi un instant, je vais le retrouver. C'est La ferme des animaux. Hop. C'est La ferme des animaux de George Orwell, où le slogan ou c'est pas le slogan, ce qui était intéressant, c'est que dans au départ, il y avait des valeurs, il y avait des lois qui ont été inscrites, marquées dans la ferme. Pour ceux qui l'ont pas lu, c'est un ouvrage extrêmement bouleversant, choquant par certains aspects, parce que vous allez peut-être reconnaître des stéréotypes, des personnes politiques qui sont actuellement présents. Vous allez reconnaître des personnes de votre entourage parmi les personnages qui y sont décrits et c'est extrêmement troublant et peut-être même, moi-même, on peut se reconnaître dans des personnages et ça et ce qui est marrant, c'est que vous n'êtes sûrement pas un seul des personnages. Vous pouvez vous reconnaître dans plusieurs des personnages également. Vous pouvez prendre plusieurs visages et ça, c'est intéressant. Alors ce que je disais, c'est que au départ, au point de départ, il y a eu des règles qui ont été inscrites dans la ferme et il y en avait 10, à mes souvenirs, peut-être, voilà. Et ces 10 commandements, c'était sur quoi le tout, c'est-à-dire l'ensemble de la ferme, s'était mis d'accord et ont accepté de suivre ça. Et au fil des discussions, au fil, des événements qui se passent, petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a très peu qui savent lire. Et parmi ceux qui savent lire, au fil des générations, au fil du temps, petit à petit, ce qu'on pensait, ce qui avait un sens précis, un sens commun, c'était aller vers le bien commun, il y avait un sens bien précis et petit à petit, les gens ont commencé à oublier et par des stratagèmes, par des stratégies, petit à petit, les gens ont oublié le sens et en plus, ils ne savaient pas lire, ils étaient dépendants et on se rend compte comment on part de quelque chose et petit à petit, en perdant le sens de pourquoi on le faisait, parce qu'on ne l'a pas rappelé et que la connaissance a été accaparée, gardée précieusement et avec des stratégies de manipulation, ont amené l'ensemble des personnes à oublier, s'écarter de ça et de quelque part d'être aliénés, comme le disait Mélanie, qui a fait d'ailleurs une excellente vidéo sur l'aliénation et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, Océan de Coach. Je vous invite à regarder, à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire et partager ce que cela vous a évoqué, ce que cela vous a fait réagir. C'est important pour nous parce que c'est du travail. C'est un travail, c'est un plaisir de partager et c'est un plaisir de recevoir les feedbacks de ce qu'on a créé. Euh, et finalement, je disais que, dans cet ouvrage, à un moment, il y a des slogans qui apparaissent et derrière un slogan, ce qui est fascinant, c'est qu'on ne sait pas quel est le sens de ce slogan. Qu'est-ce qu'il y a derrière le slogan? On le répète parce qu'on croit que c'est une bonne chose, parce qu'on se dit: «C'est ça représente bien nos idées», mais finalement, quelle idée représente-t-elle ce slogan? Parce que finalement, quelques mots ne peut en soi représenter ce que vous pensez, ou la complexité des idées qu'il y a derrière un slogan.
De plus, le seul moyen de connaître, c'est de questionner. Et quand on questionne, on s'aperçoit de la complexité. On s'aperçoit aussi qu'une idée, ou bien les idées qu'on accepte aujourd'hui, demain, peut-être qu'on les change, on les modifie, on les met de côté parce que par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qu'on a vécu, on se rend compte que cela ne fait plus d'actualité, n'est plus d'actualité dans ce que nous voulons et ce que nous aimerions par rapport à nos ambitions. Et oui, ça change et ça revient à cette idée que je parlais dans mes mots, que la joie, oui, c'est un indicateur puissant, c'est un indicateur c'est une boussole, ça donne une information extrêmement importante d'ailleurs, mais s'arrêter à cela ne permet pas d'apporter ou même d'accompagner une personne à ce qu'elle s'émancipe et qu'elle arrive à reprendre son pouvoir d'agir, son pouvoir d'action, se remettre dans un processus de recherche, de progression et même, avoir la capacité de s'ouvrir à l'autre, d'accéder à l'autre, d'accéder à une liberté éclairée par le savoir, ou même, de pouvoir contribuer au monde, contribuer à l'autre. Et ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire, les slogans, c'est compliqué parce que derrière quelques mots se cache une multitude d'idées et chacun se fait sa propre idée et si on n'en parle pas, si on n'en discute pas, si on ne questionne pas, on peut oublier le sens et finalement, on peut être d'accord sur le slogan, dire la même chose, un slogan. Eux, ils disaient, 4 pattes oui, 2 pattes non. Ben, oui, mais qu'est-ce que cela signifie derrière? Quelle est l'intention? Il y a énormément de choses à questionner, à discuter pour comprendre réellement si vraiment on est d'accord ou il y a un désaccord. Et le désaccord, c'est pas ça peut amener le désaccord et là, il y a un mot qui me vient, c'est conflit. Conflit, Marouane Méry. Lisez cette personne, elle écrit vraiment d'une façon qui permet de mieux comprendre, d'avoir une vision du conflit, de la négociation. C'est super intéressant pour son propre développement et sa propre vision du monde. Hem et là, le conflit pour lui, c'est très simple. Le conflit, c'est un désaccord qui est exprimé et assumé. D'abord assumé, ensuite exprimé clairement et il va même plus loin. Il nous dit plus loin dans l'ouvrage que le conflit, c'est tout à fait normal et c'est ce qui régit les rapports humains, les jeux de pouvoir et on est confronté au quotidien. Maintenant la question, c'est que face à un conflit, face à un désaccord, il y a des stratégies, il y a des choses à mettre en place, il y a des alternatives. Vous faites des choses peut-être, vous savez déjà faire des choses, mais est-ce que vous saviez qu'il y a des alternatives par rapport à ce que vous faites? Et que vous pouvez obtenir d'autres résultats? Un conflit, ça peut escalader, dans la violence et ça revient à la thématique de Guillaume, heu, mais on peut aussi ne pas aller prendre ce chemin et là, ça demande des connaissances, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience, ça demande de faire des efforts. De surseoir son jugement, de comprendre. Et là, il y a une notion extrêmement importante. C'est de comprendre cette notion cette distinction qu'on doit au moins entendre, que je vous partage, qui est la reconnaissance versus l'accord. Reconnaître, ce n'est pas donner son accord. Ce n'est pas être accord avec ce qui est dit. Ce n'est pas valider ce qui est dit. Reconnaître, c'est respecter la liberté, le droit de l'autre. Reconnaître, c'est offrir l'espace qui lui est dû. C'est autoriser à l'autre de s'exprimer. C'est quelque part ne pas supprimer l'autre. C'est montrer que l'autre existe. C'est lui apporter un espace où on lui fait savoir que je te vois, que je t'entends, que tu as le droit de dire ce que tu as à dire et que le propos que l'autre dit, vous pouvez l'analyser, vous pouvez être en désaccord et ensuite l'expliquer pourquoi vous êtes en désaccord et petit à petit dialoguer.
questionner et ça, c'est quelque chose de difficile. Disons-le tout de suite, c'est extrêmement difficile. Notamment si nous n'avons pas été initiés, si nous n'avons pas, fait cet effort d'aller chercher de l'information, de se former, de lire. Déjà juste ceux qui m'écoutent ou ceux qui m'écouteront, avez-vous eu l'opportunité d'entendre qu'est-ce qu'un conflit? Avez-vous eu l'opportunité, la chance d'entendre qu'est-ce que la reconnaissance versus l'accord? Avez-vous juste entendu de faire une distinction entre reconnaître et être d'accord? Juste ça. Ça change énormément de choses. Ce sont des idées qui permettent d'aller vers l'autre, mais aussi de garder sa place. Ça ne vous enferme pas à accepter et valider les propos d'un autre, ça vous permet de surseoir votre propre jugement et d'apprendre à le faire pour aller vers une émancipation, ne pas être enfermé de par vos idées vous-même, d'être aliéné par vos propres idées, de s'ouvrir à l'autre et de pouvoir montrer peut-être à l'autre aussi, de l'aider à prendre conscience de ce qu'il dit, que c'est intéressant et que c'est une façon de voir et que moi, par rapport à cette façon de voir, tel point, je ne soit je ne comprends pas quel est l'intérêt ou je ne vois pas le bénéfice. Au contraire, ça a des désavantages, ça a des inconvénients et de prendre le temps d'expliquer. Et là, on retombe sur je ferai quelque chose de plus tard sur ça, une petite vidéo pour partager cette idée. On retombe sur cette idée qui est comment avoir une, vie, hem, épanouissante, enrichissante, réussie? Heu, Quand je dis ça, c'est parler à tous, on parle à personne. Mais derrière ces mots, qu'est-ce qu'une vie épanouissante? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie, de qu'on dit, c'est une vie qu'on est content de l'avoir, de la vivre. Mais chacun aura sa propre définition. Néanmoins, pour arriver à ça, il y a des outils, il y a des stratégies, il y a des choses qui sont intéressantes à explorer, qui apportent des bénéfices. Notamment la lecture et l'écriture. Et dans la lecture et l'écriture, il y a 4 principes clés qui sont enseignés, qui sont transmis à l'école, peut-être pas de manière explicite, mais que j'ai découvert avec Philippe Mérieux qui sont les 4 principes, c'est la recherche de précision, la recherche de justesse, la recherche, hem, de rigueur et la recherche de vérité. Si vous employez ces 4 principes au quotidien, vous allez voir que votre vision du monde va évoluer et vous allez comprendre tout de suite que votre ignorance est grande. Moi, quand j'ai découvert cela, je me suis aperçu de toute l'ignorance que j'ai. Parce que quand on commence à écrire, quand on commence à essayer de mettre en mots nos pensées, c'est là qu'on s'aperçoit que peut-être on n'a pas le bon vocabulaire. Peut-être on ne connaît même pas suffisamment de mots pour pouvoir construire et partager notre pensée. Parfois, on fait avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, ça fait que c'est pas clair, ça fait que l'autre ne nous comprend pas. Et encore pire, que nous-mêmes, nous ne nous comprenons pas. Et là, c'est grave. Là, c'est extrêmement grave. Si nous-mêmes, nous ne nous comprenons pas, alors comment voulez-vous qu'un autre nous comprenne? Et j'ai une anecdote qui m'appartient. Quand je travaillais en informatique, il y avait des réunions et il fallait faire de la prise de notes. Sujet extrêmement difficile. Moi qui étais illettré, c'est-à-dire qui et je rappelle, un illettré, c'est quelqu'un qui a suivi l'école. Qui a connu l'école française, qui a fait, j'ai fait des longues études. C'est pas la question de votre niveau intellectuel ici dont on parle. C'est la maîtrise de l'écriture, de la lecture et du calcul pour avoir une vie épanouissante et même être autonome. Heu, Tous les illettrés ne sont pas bêtes. Ça veut pas dire ça, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est à quel niveau de maîtrise ils sont et est-ce que avec ces maîtrises, ils sont heureux de leur vie? Est-ce qu'ils sont autonomes dans cette société? Voilà et
Lors de la prise de notes, je faisais des notes, je faisais des prises de notes. Mais à la relecture de mes prises de notes, ça c'était vraiment au début, eh bien, je ne comprenais pas ce que j'ai noté. Je ne voyais pas pourquoi je l'ai noté et pour quelle raison j'ai noté cela et ni qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point les idées de C.H. Boimard étaient intéressantes. C'était pas tout de suite, c'était bien après, mais maintenant je me rends compte plutôt. Je vais rectifier. Maintenant, je me rends compte à quel point les idées de C.H. Boimard, qui sont les enfants empêchés de penser, sont salvateurs, sont, une façon de regarder les choses et de pouvoir aider les autres. Et ces idées, sont et c'est là où je vous dis que l'écriture et la lecture sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est en écrivant qu'on va se rendre compte réellement que nous ne connaissons pas et que il faut aller chercher, il faut aller enrichir pour pouvoir arriver à un moment où vous êtes satisfait de ce que vous avez écrit et que cela reflète réellement ce que vous voulez dire. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, ce n'est pas simple. Ça m'a pris du temps avant d'arriver à un autre niveau, d'écriture, de pouvoir mieux formuler mes idées, mieux communiquer avec les autres, mais ça en valait la peine, ça en vaut la peine et ça permet déjà, point positif, ça permet de faire du business et encore plus de business. C'est-à-dire que plus vous avez des mots, plus vous vous renseignez, plus vous lisez, plus vous côtoyez des génies au travers de la lecture et l'écriture, plus vous allez mieux vendre, plus vous allez mieux exprimer ce que vous faites, quel est votre business, qu'est-ce que vous vendez, pourquoi vous le vendez, à qui vous le vendez. Ce sont des questions qui relèvent d'un business plan ou d'un business model. Et ces questions, on ne répond pas tout de suite immédiatement. C'est un travail qui se fait petit à petit et qui évolue en fonction de vos actions, en fonction de vos prises de conscience. Et c'est en cela qu'un coach, moi en tant que coach professionnel, j'accompagne mon client à prendre conscience de la temporalité des choses, à lui transmettre des savoirs qui lui permettent de lui construire, de lui donner de la consonance et pas de lui amener de la dissonance. Il faut comprendre que toutes les idées ne se valent pas. Ça, c'est clair. Et chacun est libre de choisir ses idées. Chacun est libre de prendre ou non une idée. Ça, c'est important de respecter. Et là, ici, c'est là où ma définition du coaching, je vais la rappeler parce qu'elle est très importante. D'ailleurs, je ferai un numéro spécial une fois que je suis en train de construire un système d'accompagnement, c'est-à-dire un système où les personnes pourront venir voir exactement ce que je fais, comment je le fais et comment on le met en place opérationnellement. Combien ça coûte et quelle est ma philosophie derrière. Pour moi, c'est la base. Si jamais vous voulez choisir un accompagnateur, un coach professionnel, regardez sa définition d'un premier temps, regardez les résultats qu'il a obtenus d'un second temps, regardez comment est décrit son processus, quelles sont ses valeurs, quelles sont sa déontologie, qu'est-ce qu'il suit, et surtout posez-vous la question, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, y a-t-il un écart? Fait-il ce qu'il préconise? Dit-il ce qu'il, dit-il? Fait-il ce qu'il dit ou non? C'est des questions et il y en a d'autres à se poser pour choisir avec qui on se fait accompagner. D'abord, revenons sur cette définition du coaching. Pour moi, le coaching, qu'est-ce que c'est? Moi, il y a 2 niveaux de définition. C'est-à-dire, dans ma définition, il y a 2 points importants, ce que je veux dire. C'est un, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une définition plutôt simple qui permet à l'autre de comprendre exactement et l'autre, un point très important, c'est les caractéristiques et là, on parle de commencer. Et ici, commencer, c'est ce qui va déterminer ce que et qui va permettre de distinguer, de comparer et de savoir exactement le périmètre. Dans ce cadre-là, c'est du coaching que je parle, mais également de faire la distinction entre un consulting, un formateur, un psy, un médecin
et c'est avec ça qu'on peut déterminer quelle est la différence. Alors, je vais vous lire pour moi. D'ailleurs, c'est ma définition, heu, elle vient de moi par rapport à ce que j'ai compris du coaching, et ce que je perçois du coaching. Aujourd'hui, je veux militer, je veux faire connaître cette définition, les apporter à tous les experts du coaching et même les novices du coaching pour les montrer que peut-être cette vision que j'apporte du coaching, cette définition que j'apporte, elle a un sens, elle a des bénéfices et elle permet finalement de retrouver un sens, la noblesse du coaching, l'excellence du coaching. Et pour moi, je considère aujourd'hui cette définition peut-être pas parfaite, elle va évoluer sûrement au fil de mes pratiques, mais comme un excellent point de départ pour ouvrir des discussions, pour ouvrir les échanges et améliorer cette démarche qui est l'accompagnement de l'autre. Alors, le coaching est une démarche pédagogique qui consiste à amener le client à apprendre à réfléchir par lui-même. Le terme qui reflète le mieux cette approche est sapere aude. Ose savoir et le courage de te servir de ton propre entendement. Là, ici, dans cette définition simple, vous comprenez exactement que si on parle de démarche pédagogique, alors on parle d'éducation. Et là, on pose la question, est-ce que le coach est un professeur? Pour moi, oui. Mais c'est quoi sa discipline? C'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est important de comprendre cette idée. C'est que le coach, il enseigne quoi? Il enseigne l'art de réfléchir, le savoir réfléchir. Et tout ce qu'il fait amène à cela. Le coach ne décide pas pour l'autre. Le coach ne dit pas quoi faire. Ne prend pas les responsabilités dans le choix de l'autre. Le coach, il accompagne pour que l'autre en face se remette dans un processus de progression, se remette dans un processus d'apprentissage, de recherche et que finalement, au bout à bout, il se rend compte de ce pouvoir d'apprendre. Et là, le coaching est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que le coach, il ne sait pas tout, de un, mais quand le client arrive, il a sa problématique et il doit accompagner son client à définir ce qu'il veut, à expliciter ce qu'il désire, de son ambition, à problématiser sa problématique, c'est-à-dire à mettre des mots sur ce qui le gêne, ce qui le dérange et paradoxalement, enfin inversement, à l'opposé, c'est également en faisant ça, on va savoir ce qu'il ne veut pas, ce qui le dérange et en même temps, en creusant dans cette direction, on va pouvoir découvrir finalement aussi l'opposé qui est, bah, ce qu'il veut, ce qu'il a envie, ce qu'il ambitionne et c'est un travail extrêmement difficile qui se fait dans le temps et quand je dis difficile, c'est parce qu'il y a un niveau d'incertitude. Le coach est un expert. Il n'est pas expert d'un domaine particulier. Normalement, pour moi, je considère que le coach est expert du domaine de la pédagogie, du domaine de l'accompagnement. Ce sont des thématiques qu'il doit maîtriser et non pas que le client doit être au fait de comment on accompagne. Non, ça, c'est le travail du coach. Que ce soit dans la création des situations pédagogiques pour amener le client à réfléchir, amener le client à faire des choses et pour qu'il arrive à se dépasser arriver cette notion de dépassement de soi. Là, on se rend bien compte de cette simple définition qui, juste le fait que je annonce que c'est une démarche pédagogique, cela implique que des notions clés de l'éducation. Et au-delà de ça, cela signifie également que cela implique aussi que en tant que pédagogue, on a une mission et même si on ne se rend pas compte, on véhicule des valeurs, on véhicule une idéologie. Et moi, mon idéologie, elle est exactement écrite. C'est moi, je cherche à ce que mon client, c'est mon idéologie à moi, c'est ma finalité à moi. Je veux que mon client arrive au dépassement de soi.
C'est-à-dire qu'il se dépasse et le dépassement de soi, quelle définition j'en fais? Eh bien, je reprends celui de Philippe Mérieux qui est le dépassement de soi, c'est une des parties et d'avoir la possibilité d'aller vers l'autre, de s'ouvrir aux autres, de contribuer au monde et d'accéder à une liberté éclairée par le savoir. Ça, c'est ma finalité et dans les caractéristiques, moi, ce que je cherche, c'est mon idéologie, c'est que mon client se mette dans un processus de progression, qu'il commence à réactiver sa curiosité, qu'il se remette à apprendre, à avoir envie d'apprendre, à rechercher des choses, à prendre conscience qu'il ne sait pas tout et à aller chercher vers l'autre, à mobiliser ses ressources. C'est ça que je cherche. Comment je saurais si mon coaching est réussi? C'est pas si le résultat que le client voulait atteindre a été atteint. Non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution du client. C'est de voir s'il se met à réfléchir, s'il se met à raisonner, à exposer ses raisonnements. Et quelque part, c'est en faisant cela qu'il va lui-même accéder à des solutions, qu'il va lui-même analyser sa problématique, sa situation. Il va lui-même savoir mieux que moi qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Bien entendu, comme c'est du coaching, il y a des notions de points de vigilance à avoir. Notamment, hem, selon ce que veut le client, il y a certaines lignes rouges à ne pas dépasser. Selon où est le client, il y a certaines lignes rouges à ne pas dépasser. Par exemple, je vais vous donner un exemple, quelqu'un veut nuire à quelqu'un. Là, moi, ça ne rentre pas dans mon process d'accompagnement. Ça ne va pas dans le sens de mon idéologie. Ça ne va pas, ça ne rentre pas dans ma définition du coaching. Là, je ne peux pas accompagner, je refuse. Par exemple, quelqu'un est épuisé professionnellement. Là, ici, si elle vient pour une séance et que je ne sais pas, mais que pendant la séance, je vois où elle est, eh bien là, ça dépasse mon cadre de compétences. Je ne peux pas l'accompagner. Du moins, je ne peux pas l'accompagner maintenant, à ce moment-là, parce qu'il y a des priorités, parce qu'elle doit prendre soin de sa santé en amont, parce qu'elle a besoin d'être prise en charge par un médecin, par un professionnel de la santé spécialisé sur l'épuisement professionnel, qui peut être un psychologue, qui peut être un médecin, son médecin, le médecin du travail. Et là, la première étape pour moi, c'est pas de l'accompagner. C'est pas de lui faire atteindre un objectif qu'elle désirait. Ma première étape, c'est de lui dire, de lui recommander que là, la priorité, c'est que vous prenez en charge votre santé et que voici les éléments, tac, tac, tac. Et là, je dis ce que je vois et ce que je connais. Et généralement, dans un coaching, on peut vite arriver à déterminer vraiment très, très vite quand quelqu'un est épuisé, parce que quand vous allez essayer de poser certaines questions, quand vous allez essayer de travailler certains sujets, parfois la personne, elle va employer un certain vocabulaire. Ce sont des indices. Ça ne veut pas dire que quelqu'un dit: «Je suis épuisé au travail», qu'elle est, épuisée professionnellement. C'est un raccourci. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en tant qu'expert, on a des critères, on a plusieurs critères que nous connaissons, eh ben, en tout cas que j'ai recherché et quand je vois activer plusieurs critères, cela me donne un avertissement et quand j'ai cet avertissement, je pose la question et je recommande et je vois comment, en fonction de ce que je vois et qu'il est important ou non de recommander un médecin et dans tous les cas, ça me coûte rien de dire à la personne de faire un bilan de santé chez le médecin. Ça me coûte rien et généralement, ça me dérange pas du tout et au contraire, c'est beaucoup mieux parce que peut-être parfois, la santé, c'est un sujet important qui est parfois délaissé, mis de côté parce qu'il y a d'autres, priorités, parce qu'il y a d'autres projets qui occupent la totalité de l'esprit de mon client ou de ma cliente et c'est là où parfois faire un bilan chaque année ou même inviter à faire un bilan, voir un peu comment, se situe la personne et que le médecin regarde et donne son avis.
Moi, ça me permet d'être, rassuré quelque part et de pouvoir avancer et d'être sûr que tout va bien. Heu, on n'en parle pas souvent, mais quand on accompagne quelqu'un, on a cette, l'homme est fragile ou l'homme avec un grand H, homme, femme, que ce soit peu importe. Le client, c'est fragile. Le client peut disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire, soit parce qu'il n'aime pas votre service, soit pour des raisons diverses, soit parce qu'il est décédé, tout simplement. Et là, en tant que coach, c'est aussi quelque chose à traverser. Perdre un client, non pas par incompétence, mais perdre un client pour des raisons naturelles. Enfin, il y a et c'est là, quand j'en parle, je me rends compte qu'il y a plusieurs axes, il y a plusieurs points qu'un professionnel de la santé ou bien un professionnel de l'accompagnement, est soumis et fait face. Et ce sont des sujets qui ne sont peut-être pas, d'actualité tous les jours, mais ça peut arriver et quand ça arrive, comment on s'y prend? Comment vous vous y prenez si vous êtes professionnel de la santé? Et bien là, c'est des sujets qui heureusement, sont pris en charge par des outils parce que quand on a mis en œuvre la profession de coach, on s'est rendu compte ou bien ils se sont rendus compte, moi je suis arrivé bien après. Le coaching, ça date de plusieurs années et selon ma définition, Socrate était un coach pour moi, et un bon coach finalement, un bon coach avec des imperfections certes, mais c'était quelqu'un qui faisait réfléchir l'autre, qui arrivait à créer des environnements pour faire réfléchir l'autre et pour moi, c'est ça un coach. Après, il y a une différence et là, il y a une nuance entre un coach professionnel et ça, la différence et même d'entre coach et coach professionnel, il y a encore une échelle et c'est pour vous dire la complexité de, c'est-à-dire que derrière l'étiquette, il y a un homme ou une femme et dans cet homme ou une femme, ce qui est important, c'est pas son étiquette, ça c'est un critère. C'est un élément à prendre en compte. Les autres les éléments, c'est les valeurs, l'idéologie, les méthodes, les approches, les études scientifiques sur lesquelles elles se basent. En fait, tout ça pour vous dire que un coach, ce n'est pas juste une étiquette, ce n'est pas juste une profession, c'est un ensemble d'idées et que pour choisir votre professionnel, c'est important de questionner sur l'ensemble de ces idées et pour vous permettre de vous faire un avis. Fermons ça, on fera un live spécial coaching où d'ailleurs, si vous passez par là, vous connaissez des coachs qui sont experts, eh ben, j'essaierai d'inviter le maximum de coachs pour venir parler et confronter ma vision du coaching et de leur vision à eux et voir laquelle finalement apporte des bénéfices, quels sont les inconvénients et vraiment un échange ouvert avec moi sur le coaching. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler autour de vous. Je suis ouvert au débat. Si vous connaissez un coach, qui aime débattre, qui aime en parler, de son métier, de son périmètre, de son professionnalisme, eh bien, venez, envoyez-moi son contact, écrivez en commentaire, taguez-le. On fera un bric-à-brac d'idées sur le coaching ou du moins un débat sur le coaching avec ce professionnel ou cette professionnelle. Le Les invitations sont ouvertes. Passons aux caractéristiques. Comment est-ce? Là, ici, j'en ai mis, j'ai mis quelques points et ça permet vraiment de comprendre à quel point, ces éléments permettent de séparer, distinguer, dissocier chaque élément, chaque profession, pardon, qui est le consulting, la thérapie avec le psychologue, le consulting avec le consultant et le pédagogue avec, son domaine et sa pédagogie, l'éducation et on rappelle, pédagogue, c'est quelqu'un qui facilite l'acquisition de connaissances, qui met en œuvre des choses pour faciliter l'apprentissage et qui permet de faciliter la transmission d'informations, d'idées, de savoir et ça, c'est important. Et alors, les caractéristiques sont les suivants: temporaire, structuré en étapes avec un début et une fin.
Ça oui, et généralement, il y a un contrat. Je le rappelle, un coaching, en tout cas en entreprise, vous avez un contrat de coaching où il est inscrit normalement, où il y a les mentions de, quand ça débute, quand ça se termine, les différentes notions de base que vous pouvez retrouver dans les contrats, qui est, en cas de litige, comment ça se passe, en cas de non-présence à une séance, comment ça se passe. Vous y retrouvez énormément de réponses, juridiques sur l'opérationnalité du coaching, sur les caractéristiques, et notamment que ce soit, le prix, le sujet de la thématique du coaching et également le nombre de séances, et les conditions des séances. Voilà. Ensuite, autodiriger. Là, oui, c'est le client qui oriente et pilote le processus. Vous verrez plus tard que autodiriger, oui, à une certaine échelle, et à une autre échelle, non. Et vous allez voir que, cette définition, elle va évoluer parce que j'ai pris conscience, qu'il y a des nuances à avoir, il y a des choses à rajouter qui sont très importantes pour comprendre ma vision du coaching. Dialogique, basée sur la conversation réflexive et l'échange. Et là, oui, c'est important quand on parle de dialogique. C'est que tout le la compétence du coach à pouvoir installer un cadre de sécurité, à installer un cadre de confiance, et même, comme le dit Jacques Lévy, un espace hors menace dans lequel le client peut essayer de dire des choses, essayer de faire des choses sans avoir la crainte d'être jugé, d'être attaqué, d'être remis en question. C'est vraiment un bac à sable pour le client. Et c'est important parce que si le client n'ose pas dire et n'est pas honnête et sincère, ne dit pas les choses, le coach peut ramer, ramer tant qu'il veut. Il ne pourra jamais comprendre ni satisfaire le client. Et finalement, c'est un coaching qui va vouer à être un échec, qui va être voué à se terminer. Et c'est pas, moi en tout cas, personnellement, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche à ce que la personne euh, arrive et se sent tout immédiatement en confiance pour travailler, aborder des sujets, qui sont non pas de surface, pas des objectifs de surface dans lesquels elle arrive parce qu'elle n'a que ça en tête par rapport, elle, a une perception émotionnelle, elle a une interprétation émotionnelle de sa situation. Et là, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les objectifs profonds, les objectifs dans lesquels les ça sera beaucoup plus simple d'activer cette remise en marche, en mouvement dans un processus d'apprentissage, de curiosité. C'est exactement beaucoup plus intéressant pour moi d'aller chercher ça. Moi, les objectifs de surface, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, un objectif de surface, ça peut être: «Je veux changer de travail, je veux quitter mon emploi». Ça, c'est un objectif purement de surface. Quand vous allez questionner, quand vous allez commencer à travailler sur ce sujet, vous allez voir que le client vient parce qu'il veut changer de travail, mais si vous parlez avec lui, vous rendez compte qu'il y a des possibilités énormes, des alternatives énormes, des idées qui sont beaucoup plus complexes que juste changer de travail. Des fois, c'est une relation entre un collègue qui ne se passe pas bien. Des fois, c'est un environnement de travail qui ne correspond pas ou même qui est toxique par rapport à ce qui est proposé. Des fois, ça peut être, heu, le poste qu'elle occupe, que la personne occupe, n'est plus attractif, n'est plus assez attractif, n'est plus assez stimulant. Elle a fait le tour pour elle, elle considère qu'elle a fait le tour du métier et du coup, parfois, c'est pas qu'elle veut quitter le travail, c'est qu'elle veut changer de poste et parfois, c'est pas quitter l'entreprise, c'est peut-être changer de poste dans l'entreprise, c'est une possibilité. Mais bien sûr, parfois, c'est elle veut vraiment changer d'entreprise, voir un autre environnement. Mais là, déjà, nous avons 2 choix possibles. Vous voyez bien que l'objectif de surface, c'est des mots limités, ça revient à cette idée de slogan, ces quelques mots, mais quelles sont les idées qu'il y a derrière ces quelques mots? Et c'est ça qui sont importants, c'est ça qu'il faut clarifier et c'est ça que le coach va aider l'autre à le faire. Notamment pas en mettant des mots, non, en prenant là où est le client et ne pas le laisser, en commençant à dire quelques balbutiements, quelques éléments, quelques
idées, peut-être un peu floues et au fil des séances, cela va se clarifier, va s'enrichir, va être de plus en plus précis et va amener à ce que la personne elle-même dise et c'est ce que j'ai est-ce que et là je suis fier quand j'ai vu ça, quand je vois ça en tout cas, c'est quand la personne te dit: «Bah, finalement, c'est pas que je veux changer de boulot, c'est que je veux ça. Je veux finalement un nouveau poste avec de nouvelles ambitions et une et quand la personne elle-même, par autonomie, par décision propre, dit: «Bien, finalement, je vais faire ça et je le vais faire ça, comme ça, parce que comme ça» et là, oh, c'est un coaching satisfaisant, c'est un coaching, qui est réussi. La question, on peut se poser, est-ce que tous les coachings peuvent être réussis? Et bien sûr que non, c'est impossible. Heu, Parfois ça marche pas par rapport à plusieurs raisons. Ça peut être l'alliance entre le coach et le client, ça fait que ça ne fonctionne pas, ça peut pas amener, des résultats. Parfois c'est pour d'autres raisons, mais c'est pas important parce que, le client a la liberté de choisir son coach, a la liberté de choisir. Le coaching, je le rappelle, c'est un service. En tant que service, vous avez des services, qui varient selon la qualité, selon, l'accessibilité, la proximité, le tarif, et du coup, vous avez la liberté de choisir et ça, c'est un sujet également très important. Vous n'êtes pas obligé de prendre un coach. Le coaching, c'est une prestation de service. Or co et non pas une obligation. Voilà. Est-ce qu'on peut vivre et réussir sa vie sans coaching? Oui. Est-ce qu'on est obligé de prendre du coaching? Non. Et ça, c'est important. Heu, Enfin, je terminerai ensuite par là-dessus. Praxéologique, c'est vraiment ancrer dans l'action, l'expérience et le changement. C'est vraiment mettre en œuvre des choses pour que le client vit, le client essaye, le client expérimente, s'exprime au travers d'activités soit artistiques, soit, même d'expériences, que ce soit la danse, le chant, qu'elle aille faire des choses. On invite le client à aller explorer des choses pour permettre régulation parfois émotionnelle et la danse, le chant, on peut-être on le fait pas en séance, mais on invite à prendre des cours avec d'autres personnes, d'autres professionnels et cela permet d'amener le client à s'ouvrir, à se dépasser, à gérer ses conflits internes et petit à petit, les résultats sont là. Il y a un changement, il y a une transformation et ça, c'est intéressant. Enfin, créatif. Favorise l'émergence de nouvelles solutions issues du savoir tacite. Et oui, ne sous-estimez pas tout ce que vous savez, mais que vous n'avez pas conscience. Il y a énormément d'informations, énormément de choses sur lesquelles vous avez été confronté, que vous avez vécu. Ça, c'est de la connaissance qui vous est propre et qui est là et que vous pouvez puiser dedans. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas avoir vécu, avoir fait des choses. Ça ne suffit pas. C'est l'alliance entre vos connaissances tacites, des outils, des modèles que vous allez prendre, la façon dont vous pensez, que vous réfléchissez, les méthodes que vous utilisez pour réfléchir. Tout cela participe à votre réussite, participe à cette transformation. Voilà un peu qu'est-ce que je voulais dire sur cette définition du coaching. Je vais m'arrêter à là pour cette session. Elle a été vraiment satisfaisant, inspirant. J'ai vu d'autres critères, d'autres axes de réflexion à pouvoir engager et ça, c'est très satisfaisant. Je vais voir si vous étiez s'il y a eu des interactions. Non, pas d'interaction. Alors, pour ceux qui regarderont cette vidéo, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici ou même d'avoir entendu ces idées. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Sans vous, je ne pourrais pas faire évoluer, je ne pourrais pas améliorer ce que je dis ni ce que je fais. Alors je compte sur vous pour le faire. Enfin, pensez à vous abonner pour être au courant des futurs, épisodes et je vous donne rendez-vous. La prochaine actualité, c'est avec, Guillaume Dufresne qui sera, hop, je le rappelle, ça sera le 19 février 2026 à 15h15. C'est-à-dire
Ça sera ce jeudi. Alors je vous donne, si votre agenda le permet et que le sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous le 19 février 2026 à 15h15. Soyez au rendez-vous pour découvrir cette thématique, chers oubliés, remède à l'impuissance d'un homme face aux violences faites aux femmes et aux enfants. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle après-midi et je vous donne rendez-vous ce jeudi. À très bientôt, prenez soin de vous.